La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a divulgué les résultats de la caractérisation des matières résiduelles effectuée par la firme conseil Stratzer. Pour discuter des résultats de ce rapport, je reçois Vincent Dufault, qui est directeur général à la Régie. Bonjour Vincent. Allô? Oui. Donc, on va parler justement là, des résultats de ce rapport que vous avez reçu. Mais juste avant, je voudrais que tu nous expliques c'est quoi le contexte de ce travail-là qui a été effectué, puis l'objectif qui était au bout de la ligne. Oui, ben en fait, le contexte démarre du côté de quand on a fait le plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de la Matapédia et de la Métis pour 2023-2029. Lorsqu'on faisait le PGMR qu'on appelle, on a vu qu'il y avait un besoin de faire un inventaire réel de nos déchets pour nous aider après ça à prendre des décisions sur les actions à prendre au niveau de nos activités de sensibilisation, d'éducation, d'information, mais également si jamais on avait des matières plus problématiques à cibler au niveau de comment est-ce qu'on fait nos opérations de gestion des matières résiduelles sur le territoire. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris la décision. On a mandaté une firme, la firme Stratzer, qui est une firme qui est spécialisée en gestion de matières résiduelles, qui a déjà fait plusieurs études similaires dans des municipalités MRC avoisinantes. Donc, en même temps, ça nous permettait d'avoir une méthodologie qui était comparative avec les territoires adjacents. Et on les a mandatés, ils sont venus cet été faire cette caractérisation-là là, de nos déchets qui arrivaient au centre de transbordement là, à Montgély. Et puis, comment ça s'est déroulé, justement, cette caractérisation-là? Sur combien de temps ça a duré? Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que pendant 2 semaines, et il y a pas de secret, pendant 2 semaines, il y avait des employés de Stratzer. Ils prenaient des sacs poubelles, ouvraient les sacs poubelles et divisaient les matières et pesaient les matières pour déterminer dans des voyages types à quoi ça ressemblait. Et nous, avec la méthodologie, on avait divisé ça. Évidemment, on a deux MRC, là, la Matapédia et la Métis. On avait divisé ça entre les deux MRC, entre le résidentiel et commercial, mais aussi on avait, par exemple, pris Amqui, secteur Est, secteur Ouest. On avait essayé OK. de trouver des divisions là, qui nous permettaient de voir s'il y avait des différences notoires sur le territoire. Là. C'est aussi simple que ça, mais c'est avec du jus de bras dans le jus de poubelle. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, dans le fond, ce que je comprends, là, vous avez fouillé un petit peu dans les poubelles, un petit peu partout là, sur les deux territoires pour avoir un résultat là, qui résume un peu les deux territoires, dans le fond. Exactement. Donc, plusieurs heures de plaisir. Oui, ben c'est ça. Mais, C'est pour moi personnellement, là, mais on les a vus faire, puis c'était courageux. On va dire ça comme ça. mais on dit des fois un mal nécessaire, parce que ça l'a quand même donné un résultat. Justement, parle-nous donc justement de ces résultats-là qui ont ressorti de cette étude. Mais le principal résultat, et c'est celui qu'on a mis de l'avant lorsqu'on a publié l'étude, c'est de dire qu'il y a seulement le quart de nos déchets qui sont vraiment des déchets. C'est le résultat qu'on voulait mettre de l'avant pour lancer un message clair à tout le monde, de dire, hey, il nous reste beaucoup de travail à faire dans ce qu'on fait, parce que quand on regarde au niveau résidentiel, là, c'était 28% des déchets, donc qu'est-ce que les gens mettent dans la poubelle, qui sont vraiment des matières qui devraient aller dans la poubelle. Quand on regarde ça, ça veut dire il y avait un 27% là, qui est des matières organiques qui auraient pu se retrouver dans le bac brun. Il y avait un 24% qui est des matières recyclables qui auraient pu aller dans le bac bleu. Il y a un 12% qui sont des matières qui auraient pu aller à l'éco-centre. Le reste, c'est des matières comme du textile, des plastiques agricoles et autres qui auraient pu aller dans des points de dépôt existants. Donc, quand on a regardé ça au niveau résidentiel, c'est pas compliqué, là, sur nos 7800 tonnes envoyées à l'enfouissement, il y a quand même 5600 qui auraient pu éviter l'enfouissement si ça avait été trié adéquatement. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon travail à faire. Puis on avait un constat relativement similaire là, du côté du commercial. C'était même un petit peu plus pire, là, où est-ce qu'on était plus autour de 20% seulement qui étaient des vrais déchets. Lui, à la différence du côté commercial, c'est que c'est des matières à 30% qui auraient pu aller à l'écocentre. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire au niveau commercial pour au niveau des services de l'écocentre, au niveau de s'assurer c'est du bois de construction, surtout qu'on a vu là, qui aurait pu être envoyé à l'écocentre pour être valorisé de la bonne façon plutôt qu'être envoyé à l'enfouissement. Et là, en 2024, ça fait déjà plusieurs années qu'on sensibilise les gens à la récupération, au compost.
Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'on se pose des questions à voir des résultats comme ceux-là? C'est le résultat qu'on pensait avoir, là. C'est pas, Ah oui, on OK. vient quantifier quelque chose qu'on savait déjà au niveau qualitatif parce qu'on le voit passer dans nos déchets. Moi, je fais tout un exercice, là, quand j'ai des présentations, des fois dans des écoles ou à des endroits. Le jour même de la présentation, on va dans le site de transbordement, puis on prend une photo, puis c'est la photo qu'on utilise en présentation. La photo, on dit aux gens, ben, trouvez qu'est-ce qui va pas dedans, puis il y a tout le temps plein de cartons, plein de matière organique, plein des canettes consignées, des choses comme ça qui sont très visibles à l'œil nu. On n'a même pas ouvert les sacs poubelles encore. Là, on voit déjà des matières qui n'auraient pas dû s'y retrouver. Fait que ça vient mettre en chiffres qu'est-ce qu'on savait déjà. Ce qu'on on voit, c'est un portrait pour 2024. On n'a pas le portrait dans le passé. Fait que de dire, mais c'était, il y a quand même eu de l'amélioration au fil des années. Là, on le voit juste dans nos matières organiques là, que à chaque année, on augmente de 10%. Nos matières recyclables également, là, ça a augmenté au fil des années. Donc, il y a quand même eu de l'amélioration dans sur la qualité de nos poubelles au fil des années, mais c'est pas quantifié. Donc, on peut pas dire c'est quoi. Là, on a un portrait pour 2024, ça ressemble à ça. L'idée aussi de cet exercice-là, c'est de dire, si on le refait dans 3 ans, dans 5 ans, on est capable de comparer le portrait de 2024 avec le portrait futur. Et donc là, vraiment de voir les améliorations, de voir si les actions ont porté fruit adéquatement. Donc, c'est à ça aussi que sert l'exercice, là. OK. Donc, là, ce qui se ressort du constat, il faut faire plus de sensibilisation. Ça va être quoi le plan Et plus de d'action? sensibilisation. Ouais, Oui. plus de sensibilisation. On a déjà beaucoup d'actions en vue. D'ailleurs, de faire ce rapport de caractérisation-là et d'émettre les résultats est une action en soi pour OK. sensibiliser les gens à dire, regardez, il y a du travail à faire. On va poursuivre nos campagnes d'information, d'éducation pour favoriser le bon tri. Euh, En mettant ça en chiffres aussi, ce que ça nous permettait de voir, c'est là, on est capable de dire, ben, regardez, annuellement, là, il y a 1,7 million de dollars qu'on envoie dans la poubelle qui ne devrait pas y aller, là. Quand on prend toutes les matières qu'on aurait pu détourner, c'est 1,7 million de dollars. Là. Quand on regarde ça, c'est 1000 dollars par habitant. Là. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Puis, c'est pas juste de la sensibilisation au point de vue environnemental, mais au point de vue économique aussi. Quand on sait que nous, là, notre bac brun, c'est pas compliqué. Là. Par exemple, cette année, on paye 25 dollars par habitant. Fait qu'on l'utilise ou pas, c'est 25 dollars. Notre bac bleu, il n'y a aucun coût relié à ça. D'ailleurs, là, il va y avoir toute la modernisation de la collecte sélective, mais il n'y a aucun coût relié au bac bleu. Ce qui veut dire, en réalité, là où on a un coût qui est un coût qui dépend du tonnage, c'est au niveau des déchets. Donc, plus on a de déchets, plus ça coûte cher. Moins on a de déchets, moins ça coûte cher. Fait que les gens, si votre compte de taxes augmente, ben il y a une réflexion à avoir sur la quantité de déchets que vous générez. Là, je parle collectivement, là, évidemment, là, la quantité de déchets qu'on génère. Et si on veut sauver de l'argent, il va falloir aussi bien trier nos matières, là. Oui, bien, exact. Donc, on faut faire de la sensibilisation, mais est-ce que vous avez un autre plan d'action aussi? Parce qu'on a beau dire aux gens, faites ci, faites ci, faites ça, mais si les gens ne les font pas, est-ce qu'il y a un autre plan d'action qui pourrait venir après la sensibilisation? Ouais, ben, ça fait partie des activités du plan de gestion des matières résiduelles. Il y a déjà des municipalités qui ont commencé à mettre en place de la tarification incitative. Là, je pense à Amkoui, entre autres, qui déjà l'année passée, au niveau commercial, a mis de la tarification incitative, puis a mis un tarif sur le deuxième bac de déchets également au OK. niveau résidentiel. C'est le genre de recommandation que nous, on veut amener aux autres municipalités également. Pour aussi, c'est le principe pollueur-payeur à quelque part, là. On peut pas peser chaque bac un par un pour facturer, mais on est capable, par certains moyens, de dire, ben si toi tu génères plus de déchets, tu devrais payer plus et vice-versa aussi. Une personne qui génère moins de déchets devrait payer moins. Mais après ça, il y a des stratégies pour mettre ça en place. Il y a beaucoup de municipalités qui ont commencé à faire ça à travers le Québec. On regarde qu'est-ce qui se passe à travers le Québec, on s'inspire de ce qui se passe à travers le Québec pour voir qu'est-ce qui est applicable dans la Matapédia et dans la Métis. Il y a des choses qui peuvent se faire avec des nouvelles technologies, mais il y a des choses qui peuvent se faire relativement simplement, relativement rapidement. Donc, tout ça est en évaluation présentement. Parce que moi, de mon expérience personnelle, je peux pas faire de compost parce que mon propriétaire nous fournit pas de bac de compost. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour obliger justement les propriétaires d'immeubles à logement d'installer le bac de compost?
Ouais, ben en fait, au niveau de la réglementation, là, faut savoir que la réglementation dit qu'il y a une obligation de tri à la source. À partir de ce moment-là, faut s'assurer d'avoir les bons outils, mais au niveau, comme dans une situation comme tu mentionnes, au niveau résidentiel, lorsqu'on a fait la distribution des bacs de compost en 2015, on visait le 5 logements et moins. 5 logements et plus, c'était sur demande des propriétaires. Donc, le propriétaire peut demander, la municipalité peut demander, voir si on peut avoir un bac pour l'intégrer dans la collecte. Là, puis après ça, il y a quand même beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qui vont s'en venir éventuellement. Le plus gros OK. multilogement, là, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. On sait déjà, on travaille déjà sur un portrait de comment qu'on va établir, comment on va mettre ça en place. Là, on travaille là-dessus présentement. Il reste du travail à faire. Là, et on sait déjà sur le territoire, même au niveau commercial, là, on l'a implanté, puis on doit encore continuer à faire des visites régulières pour s'assurer. Ben, il y en a qui participent toujours pas, même s'ils ont un conteneur à matière organique. Il y en a qui participent, mais c'est pas adéquat, c'est pas au plein potentiel. Donc, on doit continuer à faire des efforts sur le terrain aussi là, par rapport à ça. Ça fait toute partie du plan de gestion des matières résiduelles là, de faire ces activités-là là, qui sont effectivement pas juste l'éducation, de la sensibilisation, là, mais il y a des activités terrain et peut-être même des actions, sans aller trop coercitives, là, mais des actions incitatives là, pour augmenter la participation là, qui pourrait s'en venir dans les prochains mois et années. Là. Donc, comme on dit, il va y avoir du pain sur la planche. Ah, ça, on n'en manque pas, puis en autant que les résidus de pain vont au compost, on est correct. Ben Vincent Dufour, merci beaucoup. Puis justement, tant mieux si ce rapport-là va pouvoir aider à sensibiliser les gens, à faire comprendre aux gens que c'est important de bien utiliser ces bacs. C'est juste pour l'argent qu'on va économiser, puis l'argent qu'on gaspille, là, je pense que déjà ça, c'est déjà un élément choc là, pour la suite des choses. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Pour de plus amples informations sur les stratégies à venir et comment bien utiliser les bacs de déchets, de récupération et de compost, vous pouvez consulter le site de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca.